Salam alaikum. La présente capsule est la suite du cours de biologie cellulaire de la première partie. Comme c'est affiché devant nous, nous allons entamer le chapitre 1 de ce cours, intitulé Constituants chimiques de la cellule. Ces constituants, ce sont l'eau, les sels minéraux, les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques. Nous allons étudier maintenant un composé de ces constituants, c'est les protéines, et plus particulièrement certaines caractéristiques chimiques et biologiques de ces protéines dans le système cellulaire. Les protéines sont donc des macromolécules organiques, c'est-à-dire des molécules dont la masse molaire est relativement élevée et qui sont formées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Parfois, c'est-à-dire dans certaines molécules, on peut retrouver d'autres éléments comme le phosphore ou bien le soufre. Ces molécules organiques sont constituées d'une succession d'acides aminés que vous connaissez très bien. Les cellules sont en grande partie constituées de protéines, c'est-à-dire qu'ils peuvent représenter plus que la moitié de leur poids sec. Ces molécules organiques peuvent porter des dénominations comme peptides ou protéines. Normalement, on parle d'une protéine lorsque le nombre d'acides aminés est supérieur à 50. Et on parle de peptides lorsque le nombre d'acides aminés est restreint, c'est-à-dire inférieur à 50. Et nous pouvons distinguer des protéines simples et des protéines complexes. Les protéines simples, comme le nom l'indique, sont formées uniquement des acides aminés après hydrolyse. Les protéines complexes sont formées, en plus des acides aminés, d'une partie non protéique. Par exemple, il peut être glucidique. Et on parle à ce moment-là d'une glycoprotéine. Comme il peut être lipidique, et on parle d'une lipoprotéine. Comme nous venons de voir ci-dessus, les protéines sont constituées d'une succession d'acides aminés. Et chaque acide aminé est caractérisé par la formule chimique suivante. Cette formule est composée d'une chaîne de carbone dont le premier carbone noté alpha porte une fonction acide carboxylique et une fonction basique amine, d'où la nomination acide aminé. Donc tous les acides aminés sont caractérisés par cette formule chimique qui contient une partie commune pour tous les acides aminés et une chaîne latérale qu'on nomme encore un radical R qui diffère d'un acide aminé à l'autre. Dans les systèmes biologiques, il a été démontré que les protéines sont capables de s'engager dans les formes structurales suivantes. Structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire et la structure quaternaire. Et nous allons remarquer que la structure secondaire est une transformation
spatiale de la structure primaire. La structure tertiaire intègre la structure secondaire avec encore des transformations spatiales, ainsi que dans la structure quaternaire intègre la structure tertiaire avec d'autres transformations spatiales. Les protéines ne peuvent s'engager dans l'une de ces structures que pour réaliser un rôle ou une fonction biologique bien déterminée dans le système cellulaire. Ainsi, nous avons cité dans ce cours certains intérêts de ces structures protéiniques. Et je commence par la structure standard, c'est-à-dire la structure primaire qu'on retrouve dans toutes les protéines. La structure primaire correspond à la détermination de deux objectifs. Je commence par le dernier. Il permet de déterminer l'ordre d'enchaînement des acides aminés, c'est-à-dire la détermination de la séquence d'acides aminés. Cet ordre est très important dans la formation des chaînes peptidiques, c'est-à-dire quel est l'acide numéro 1, l'acide aminé numéro 1, l'acide aminé numéro 2, l'acide aminé numéro 3, etc. Deuxième objectif, c'est la détermination de la composition chimique de la protéine. Cette composition chimique permet de déterminer le pourcentage des acides aminés et la nature des acides aminés. Pour déterminer la nature des acides aminés, nous avons besoin de leur formule chimique et plus particulièrement de la chaîne latérale de la formule chimique, puisque dans ces formules, on retrouve une partie standard pour tous les acides aminés, c'est la fonction amino-carboxylique qu'on retrouve dans tous les acides aminés et la chaîne latérale, c'est-à-dire le radical R, qui est différent d'un acide aminé à l'autre. En fonction donc de la composition chimique de la chaîne latérale, on retrouve les différents acides aminés comme la glycine, ici c'est H, l'alanine, c'est CH3, la valine, la leucine, la méthionine, l'isoleucine et les autres acides aminés comme la phénylalanine, le tyrosyle, la tryptophane et ainsi de suite. Donc, il faut prendre en considération deux paramètres de la chaîne latérale ou bien le radical R. Le premier paramètre, c'est la structure de la chaîne latérale. C'est-à-dire, est-ce que cette chaîne est linéaire, tel que l'exemple des différents acides aminés que vous voyez ici, ou bien cette chaîne latérale est cyclique. Deuxième paramètre, c'est l'état d'ionisation
de la chaîne latérale. C'est-à-dire, est-ce que cette chaîne latérale porte des charges ou non chargées? L'exemple d'ici, la chaîne latérale est non chargée. Et vous avez d'autres types d'acides aminés où la chaîne latérale est chargée. Avec ces deux paramètres, nous pouvons établir ce qu'on appelle un classement des acides aminés. Donc, si la chaîne latérale est linéaire, on parle d'acides aminés aliphatiques. Attention ici, le nom aliphatique ici est cité en anglais. Bon. Si la chaîne latérale porte un cycle, on parle d'acides aminés aromatiques. Pour le deuxième cas, le deuxième paramètre, c'est-à-dire l'ionisation de la chaîne latérale, on regarde est-ce qu'il porte une charge ou bien est-ce qu'il est non chargé. S'il est non chargé, tel que l'exemple que nous avons ici, nous avons des acides aminés non polaires, tel que le deuxième exemple que nous avons ici. Par contre, dans le troisième exemple, nous avons ici des chaînes latérales qui sont chargées. À ce moment-là, on parle des acides aminés polaires, c'est-à-dire chargés, soit positivement, donc ce sont des acides aminés basiques, soit négativement, ce sont donc des acides aminés acides. Je résume donc ce que je viens d'expliquer ici avec les deux paramètres de la chaîne latérale. Nous avons établi un regroupement des acides aminés et on distingue ainsi le groupe d'acides aminés non polaires aliphatiques et le groupe d'acides aminés non polaires aromatiques et le groupe d'acides aminés polaires basiques ou chargés positivement et le groupe d'acides aminés polaires acides ou chargés négativement. Par la suite, nous allons expliquer la formation de la liaison peptidique qui s'établit dans la séquence d'acides aminés pour relier chimiquement un acide aminé à l'autre. Cette liaison s'établit entre la fonction carboxylique du carbone alpha du premier acide aminé et la fonction amine du carbone alpha du deuxième acide aminé. Avec le départ d'une molécule d'eau, nous avons la formation de la liaison peptidique qui relie entre les acides aminés dans la structure primaire des protéines. Ainsi, le premier acide aminé garde une fonction amine libre, le dernier acide aminé garde une fonction acide libre. La structure primaire qui représente la séquence
d'acide aminé est une structure standard, c'est-à-dire qu'il est retrouvé dans toutes les molécules peptidiques, polypeptidiques et les protéines. Les protéines ne restent pas sous cette forme. Ils peuvent s'engager dans d'autres types de formes ou de structures qui sont en général des transformations spatiales des chaînes polypeptidiques. Voici devant nous les figures des différentes structures que peuvent prendre les chaînes polypeptidiques. Dans le cas de la structure secondaire, nous avons trois types d'architecture spatiale. La première, c'est la forme en feuillet bêta, la forme en hélice alpha et la structure sans aucune forme bien définie. Dans le cas de la forme en feuillet bêta, c'est un plissement en petit plan rectangulaire. C'est un plissement en petit plan rectangulaire de la chaîne polypeptidique. La forme en hélice alpha, c'est un enroulement sur un axe vertical sous la forme d'un ressort de la chaîne polypeptidique. La dernière forme qu'on vient d'expliquer, c'est un plissement anarchique de la chaîne polypeptidique. Dans le cas de la structure tertiaire, elle peut intégrer les trois structures secondaires avec des transformations spatiales bien déterminées. Dans le cas de la structure quaternaire, elle intègre les structures tertiaires sous forme de petites sous-unités avec des transformations spatiales encore bien déterminées. Nous revenons à la description de la structure secondaire. C'est le premier degré d'enroulement de la chaîne polypeptidique, l'enroulement hélicoïdal en hélice alpha ou l'enroulement en feuillet plissé bêta. La stabilité de ces deux types d'enroulement est réalisée par des liaisons hydrogènes qui s'établissent entre les liaisons peptidiques de la chaîne polypeptidique. Et nous avons les deux figures ici qui montrent donc la réalisation ou bien l'établissement de liaisons hydrogènes qui permet de stabiliser les deux structures secondaires. La structure tertiaire, c'est l'enroulement de la chaîne polypeptidique dans les trois dimensions de l'espace avec formation d'un ou de plusieurs sites actifs. Elle permet un rapprochement des acides aminés éloignés dans la structure primaire et nous avons donné l'exemple de l'hémoglobine ici qui permet, la structure tertiaire permet le rapprochement entre l'acide aminé 15 et l'acide aminé 117. Alors sur la figure que nous avons devant nous,
c'est la structure, ou bien c'est une figure schématique de la structure tertiaire de la ribonucléase. Au sein de ces structures, nous pouvons remarquer l'intégration des structures secondaires, ici l'hélice alpha, encore le feuillet bêta, la structure secondaire anarchique sans aucune forme déterminée, avec les extrémités libres, le bout aminé et le bout carboxylique de la protéine. La structure quaternaire correspond à l'association de plusieurs sous-unités protéiques et chaque sous-unité est appelée un monomère ou un protomère. Encore l'exemple de l'hémoglobine qui est constituée de 4 monomères, c'est une protéine tétramérique. Les structures tertiaires et quaternaires sont stabilisées par deux types de liaisons chimiques, les liaisons faibles et les liaisons covalentes. Les liaisons faibles sont des liaisons non stables, chimiquement parlant, et les liaisons covalentes sont des liaisons fortes ou bien des liaisons stables. Nous retrouvons ici les liaisons chimiques impliquées dans la formation de ces structures tertiaires et quaternaires des protéines. Et nous avons 4 types de liaisons qui s'établissent entre les chaînes latérales des acides aminés. Nous avons les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes et les liaisons hydrophobes sont tous des liaisons faibles. Le pont disulfure est une liaison covalente ou bien une liaison forte. Ce pont disulfure s'établit entre la cystéine ou bien entre les molécules de la cystéine qui portent un groupement disulfure au niveau de chaque molécule et qui permet d'établir cette liaison covalente sous forme d'un pont disulfure. On arrive enfin à les principales fonctions des protéines et on distingue 2 rôles principaux. Un rôle structural assuré par des protéines de structure, c'est-à-dire des protéines qui participent à la constitution des tissus. Et nous avons ici l'exemple de l'actine et la myosine au niveau des tissus musculaires et la kératine au niveau des ongles et des cheveux. Et c'est une protéine de structure secondaire. Deuxièmement, le rôle biologique assuré par les protéines globulaires de structure tertiaire et quaternaire ou sous forme de peptides. Et on retrouve l'activité hormonale, c'est l'exemple de l'insuline et du glucagon. L'activité de transport, c'est l'exemple de l'hémoglobine dans le sang. L'activité immunitaire, le cas des anticorps. Et enfin, l'activité enzymatique. Et toutes les enzymes sont des protéines. Je m'arrête là pour les protéines.